Ah, les expositions canines internationales de beauté. Je vais enfin pouvoir sortir de mon terrain d'entraînement et passer du temps avec mes deux princesses, Nox et Sky, mais aussi avec des amies éleveuses, des commerçants et aussi des clients qui profitent de cet instant pour se promener en famille et découvrir les races ou participer pour leur première fois et s'adonner à l'aventure. Mais attendez, c'est nous ça, non ? Si, je vous jure, je crois que c'est nous. On dirait moi et Nox. Vous savez, mon petit berger allemand noir de 6 mois. Comment on est arrivé là? Attendez, on rembobine et comme promis, on vous explique tout. Parcours, je vais pleurer. The German Shepherd Long Coat. Ouais, c'est moi. Bah écoute, je crois que ça va faire comme un haro, sauf que cette fois, j'ai pris 1 heure d'avance pour la route. Le trajet initial calculé, du coup, à l'heure de sortie, c'était seulement 1 h 15 pour arriver au Palais Expo. Puis là, la météo, c'est la merde. Un coup, il pleut des cordes, un coup, il fait beau, il y a accident sur accident et bouchon. On dirait qu'on traverse le pays alors que c'est juste à 1 h 15. Donc là, je crois qu'au lieu d'arriver à l'ouverture des portes à 7 h 30, on arrive vers 8 h 20 sur le parking pour passer dans les premiers à 8 h 30 à l'intérieur. Alors, comment te dire? S'il y a la queue à l'entrée, je suis morte. Je crois que c'est la mort. Je crois qu'on passera pas, en fait, je crois. Je vois que tu sers à rien. Élix Tussieu, le numéro 1 au service du chien en Suisse. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater et donner un coup de patate à notre centre canin. Bon, allez, c'est l'heure, c'est décidé, on repart en exposition canine de beauté. Et ça tombe plutôt bien parce qu'on a la traditionnelle Expo canine de Genève chaque année qui est non loin de chez nous au Palais Expo. Donc je vais vous emmener avec moi étape après étape. On va déjà commencer par s'inscrire et pour s'inscrire, le Graal s'appelle le site Online Dog Show que vous voyez juste ici. C'est un site où vous allez en fait retrouver toutes les expositions canines de beauté à travers le monde, ou tout du moins les pays agréés par la FCI, qui est la Fédération Cynologique Internationale qui les chaperonne. Une fois inscrit, vous retrouverez dans Mes chiens toutes les informations que vous avez complétées et le certificat de pédigré que vous aurez chargé. Prenons le cas de Nox, par exemple, mon chiot, où nous avons regardé toutes les informations utiles, son nom complet, numéro de puce, numéro de pédigré, date de naissance, pour l'inscrire dans la bonne classe d'ailleurs, nom de ses géniteurs et de son éleveuse, donc plutôt parfait pour tout automatiser en suivant si vous gagnez quelque chose. Mais bien sûr, tout cela sera vérifié. Nous allons donc voir aussi Lou également pour pouvoir constater que tout est similaire, donc en place, si je souhaite l'inscrire et participer plus tard à une exposition canine. Dans l'onglet Expos, je vais pouvoir accéder à la longue liste des expositions canines de beauté à travers le monde. On y trouvera d'ailleurs notre fameuse exposition canine du 18 au 20 novembre 2022 prochain. Comme j'ai déjà cliqué dessus auparavant pour simplement mettre la mention inscrire des chiens et tout juste cliquer sur Sky et Nox, ce qui m'a automatiquement proposé leurs catégories respectives puisque leur date de naissance figure déjà sur le site, j'arrive sur l'onglet des catalogues que j'ai commandés. C'est d'ailleurs gratuit de commander le catalogue et je retrouve toutes les informations clés de l'événement. Je veux dire la localisation, les termes, le parking, les accès.
la grille des tarifs d'inscription, la liste des juges, des races qu'ils vont juger. Je connais donc même les juges qui vont juger mes chiens pendant l'exposition et je peux même voir les statistiques d'inscription, donc combien de chiens figurent dans la même catégorie que moi et dans la même race que moi, donc des potentiels concurrents de mes chiens. En fait, le nombre de concurrents est important pour le classement, mais il importe peu dans le sens où même si vous êtes seul, les juges ne sont pas du tout obligés de vous donner les titres et cela arrive très régulièrement. Vous avez votre chien, vous êtes seul, il est premier, mais il n'a rien. Pas de titre national, ni de titre international. C'est la magie des expositions canines, vous pouvez donc être seul et ne rien gagner. Comme on est proche de l'exposition, je peux même m'organiser et voir sur quel ring je vais passer, donc à quel endroit exactement du plan, sur quel jour, et même combien de chiens il y a avant mon jugement et après, et quelle race. Durant les passages, j'aurai même la possibilité de suivre depuis mon téléphone le déroulement des jugements en temps réel avec un petit chargement type qui me montre qui est déjà passé et les résultats de chaque chien. Cette plateforme est juste génialissime, un petit bijou qui allie simplicité et information clé. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que je choisisse cette exposition pour mon documentaire, car sachez, mesdames et messieurs, que l'année prochaine, cette exposition canine accueillera les championnats du monde en 2023. Donc, pour vous inscrire sur Online Dog Show et participer à des expositions, ce n'est pas compliqué. Il vous faut un chien de race, donc avec un certificat de pédigré, et si possible, bien sûr, vous renseigner sur sa conformité au standard de la race, qui le représente en tapant standard de race plus la race de votre chien sur internet et vous tomberez sur les points importants listés. Par exemple, si mon samoyède n'a qu'une seule testicule, et ce qui est valable d'ailleurs sur tous les chiens, ce n'est pas la peine d'y aller puisqu'il est de facto né avec une non-conformité par exemple. Nous sommes la veille de la première journée de l'exposition canine internationale de Genève, le jeudi 17 novembre 2022. Aujourd'hui, je termine justement une cure de 1 mois dont je vous parle sur nos vidéos Rituel Bien-être sur la chaîne de l'élevage canin, qui consiste à coupler levure de bière, poudre krill et boost pelage de chez Phyto-Veto, de manière à optimiser la qualité du poil de mes toutous et le mettre en valeur. Je vais vous avouer ici que je suis plutôt très satisfaite de ce merveilleux conseil fourni par mon amie Manon de l'élevage Majestic Gold, qui est d'ailleurs invitée sur le documentaire. Elle m'a aussi conseillé les produits de toilettage de la boutique Smile & Po, d'une jeune éleveuse de Poméraniens, dont les résultats sont incomparables. Ça tombe bien, c'est l'heure, car demain nous avons exposition. Donc la case toilettage, c'est quand même normal avant un concours de beauté. Les produits sont arrivés chez moi en France et j'ai pu tout tester avant le documentaire. Les résultats sont juste époustouflants. Le poil est doux, soyeux, riche et cette texture souple et légère est incroyable. Mes chiens ont adoré, moi aussi. Car j'observe aussi, et oui, un certain confort chez eux. Ils sont mieux dans leurs pattes et sur le terrain. Smile & Po sera donc aussi notre invité ce jour et je vous parle plus en détail du traitement dans ma prochaine vidéo qui vous donnera toutes les infos clés et les dosages utilisés sur mes bergers allemands. La veille au soir de l'exposition canine de beauté, je découpe les numéros de mes chiens et les classe par ordre allant du lendemain matin, premier passage, au dimanche, dernier passage. Il y a ainsi 4 numéros pour 4 passages chacune. Je vais ensuite les ranger dans le porte-numéro, c'est une sorte de dossard que l'on porte sur le bras pour identifier rapidement le chien durant notre passage, allant de celui de demain, donc en premier, jusqu'au plus lointain classé tout derrière.
Ainsi, j'aurai juste à, une fois mon passage terminé, retirer le premier numéro pour laisser place au suivant. J'ai 2 portes numéros pour 2 chiennes et il est noté le numéro mais aussi le jour de passage et le ring de passage. J'en profite aussi pour me faire une petite checklist qui comporte les passeports des chiens, des bouteilles d'eau, des gamelles, mes laisses fines d'exposition canine et tout le nécessaire dont je vais avoir besoin. Je dois aussi calculer l'heure de trajet de route en prenant en compte qu'il y aura du monde à l'ouverture des portes, donc de l'attente. Comme il est prévu que je passe en premier, j'essaye de prévoir d'arriver au plus tôt, soit à l'ouverture des portes. Mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Ouais, c'est moi. Bah écoute, je crois que ça va faire comme à Haro, sauf que cette fois, j'ai pris 1 heure d'avance pour la route. Le trajet initial calculé, bah du coup, à l'heure de sortie, c'était seulement 1h15 pour arriver au Palais Expo. Puis là, bah la météo, c'est la merde. Il pleut des cordes, d'un coup il fait beau, il y a accident sur accident et bouchon, on dirait qu'on traverse le pays alors que c'est juste à 1h15. Donc là, je crois qu'au lieu d'arriver à l'ouverture des portes à 7h30, on arrive vers 8h20 sur le parking pour passer dans les premiers à 8h30 à l'intérieur. Alors, comment te dire, s'il y a la queue à l'entrée, je suis morte. Je crois que c'est la mort. Je crois qu'on passera pas en fait, je crois.
pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos. On arrivait méga en retard. Genre c'est la première fois où je pouvais pas arriver en retard. Mais je suis quand même arrivée avec 1 heure de décalage. Parce qu'il y avait des accidents de partout, météo dégueulasse. Et du coup, en fait, on était censé arriver à 7h10 et on arrive à 8h10. 1 heure quand même, les gars, de décalage sur le GPS. Donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de plans pour le moment. On est vendredi matin. On est passé avec Sky et avec ma petite Nox. Nox, ça fait meilleur puppy. Très prometteur, donc on peut pas faire mieux. On est ravis. Le premier chien sera un berger allemand à poil long, suivi d'un Old English Sheepdog Bobtail. D'un chien de berger hollandais folklore, d'un berger australien, bouvier bernois, un bouvier de Mecklembourg, un terrier brésilien, Parson Russell terrier, Scottish Pointer, Flatcoat Retriever, Welsh Springer Spaniel, Lhasa Apso, Cavalier King Charles Spaniel, Papillon, Bulldog français, Saluki, Petit lévrier italien et un cocker spaniel anglais. C'est tout pour cette classe. Competing for best puppy, the puppies of Classe. competing for best puppy, the puppies of 6 to Et puis ma petite Sky, elle a fait son titre national qui s'appelle le CAC. Si vous savez pas ce que c'est et comment se passent les récompenses, je vous invite à visionner notre vidéo qui est faite pour vous expliquer comment fonctionnent les récompenses et ce que ça veut dire. Tu le laisses, très bien. Génial pour l'éducation en fait au passage. Hop. Donc son titre national, meilleur de race, donc best of breed. Oui, c'est ça, je crois. Ça va aller. Donc meilleur de race, excellent, première, titre national et meilleur de race. On a la totale, on est ravis, on espère que ça va continuer comme ça pendant 3 jours. Hein. Et là on galère, on n'arrive pas à se trouver avec Manon. On a trouvé des clientes à nous, des amis, le temps de dire bonjour à tout le monde. Mais on a fait un passage aux petits oignons ce matin, faut le dire. Bon après il y a quand même 3 chiens qui ont essayé de bouffer ma petite crevette, donc je fais attention, j'ai les yeux partout, mais bon elles sont de toute façon super adorables. Ox. Sky. Assis. Voilà. Des amours. Des amours. C'est des petits amours. Continuer ce programme par les jugements individuels et commencer par le choix du meilleur chien adulte du premier groupe. competing for best in group 1. We have Australian Kelpie, the German Shepherd Longcoat. These are the best of breed winners within FCI Group 1 competing for best in group. Il y a une citation de Purge qui dit « Tout le monde pense qu'ils ont le meilleur chien, et ils ont tous raison. » Eh ben vous savez quoi? Je pense que Purge a raison. Parce que même si nous n'avions pas gagné, c'est possible, car nous ne sommes pas toujours les meilleurs, mes chiens m'auront quand même une fois de plus fait passer un des meilleurs moments de ma vie.
Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Agnès. Agnès est une éleveuse de bergers américains miniatures et de bergers des Shetland, qui est une race très en vogue actuellement. Elle vient pour exposer Masai, qui est un chien placé provenant de son élevage. C'est une partenaire éleveuse de notre centre, mais aussi une cliente et une consoeur de la formation Esprit Dog Pro que nous avons fait chacune de notre côté. Comme on dit dans le jargon, Agnès a plus de bouteilles que moi. Elle avait d'ailleurs une amie, Christy, qui avait un petit rouge dont je vous ai vanté juste avant le mérite. Mais plus sérieusement, elle a plus d'expérience au fil des années que moi en exposition canine, donc on va lui poser quelques questions là-dessus et sur la race qu'elle représente. J'ai commencé les expositions canines de beauté avec ma deuxième berger des Shetland qui est arrivée à la maison en 2009 et j'ai fait la première exposition de beauté avec elle à Lausanne en 2010. Oui, notamment au niveau de la fréquentation des exposants et des visiteurs. Je pense qu'il y a de moins en moins d'exposants dans les races que je représente en tout cas. Je ne peux pas m'exprimer au nom de toutes les races. Et au niveau des visiteurs, c'est flagrant par contre. Auparavant, quand j'ai commencé les expositions dans les années 2010-2012, les gens passaient de stand en stand, ils passaient d'éleveur en éleveur, de race en race, et ils posaient beaucoup de questions, et ça leur permettait de trouver la race qui allait correspondre à leur mode de vie. Et ça, c'était essentiel pour moi, cet échange entre les éleveurs exposants et le public, pour pas qu'il y ait, comme on dit un peu dans le jargon, des erreurs de casting, c'est-à-dire des gens qui prennent une race qui ne leur correspond pas du tout. Tu peux me dire, Agnès, s'il te plaît, pourquoi c'est important pour un éleveur de participer à ce genre de manifestation? Alors c'est important dans le sens où, comme justement, on est tenu d'avoir le pédigré de nos chiens que l'on expose, ça permet de donner une image la plus fidèle possible du standard de la race. C'est-à-dire que les jugements sont réellement portés sur la conformité au standard et sur la beauté, bien sûr, qui peut avoir un caractère un peu plus subjectif selon les juges. Mais ça permet de montrer au grand public ce qu'est réellement un sujet de telle ou de telle race. Et vraiment, quelles sont les attentes en fait. Voilà, fidèlement au standard, ce à quoi c'est supposé ressembler. Donc on en profite, vu que tu es éleveuse, Agnès, est-ce que tu peux nous dire quels étaient tes objectifs, par exemple, aujourd'hui avec Masai? Mon objectif aujourd'hui avec Masai était simple. Il lui manquait un titre pour être champion suisse. C'est quoi le titre? Alors il lui manquait un CAC. Un CACS, c'est-à-dire un certificat d'aptitude de conformité au standard, le standard dont on parlait juste avant. Donc si vous connaissez pas un petit peu ces qualificatifs, ces titres, on vous encourage à aller regarder notre autre vidéo YouTube qui vous explique vraiment dans le détail quels sont les titres, qu'est-ce que ça veut dire et comment ils sont organisés avec les catégories, etc. Alors Agnès, du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu as rempli tes objectifs? Non, j'ai pas du tout rempli mon objectif aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que tu vas plus faire d'exposition canine, que tu es une mauvaise éleveuse, que ton chien il est mauvais? C'est la vie qui en rajoute. Non, ça veut pas du tout dire que je vais arrêter et que mon chien est mauvais, puisque j'étais pas venue depuis 3 ans. Et il y a 3 ans en arrière, il a tout gagné et fait meilleur de race à chaque présentation. Et c'est le même chien. Donc on peut dire que ça dépend un petit peu aussi du juge. Ça dépend, c'est ce que je disais tout à l'heure, la conformité au standard, c'est quelque chose d'à peu près établi, c'est consigné, c'est mis sur papier. La beauté, ça reste un critère quand même subjectif et le juge, c'est une personne humaine qui a ses coups de cœur et donc le chien, il peut plaire, il peut moins plaire, il peut ne pas plaire du tout. Il faut accepter cette règle du jeu. Qu'est-ce qui n'est pas subjectif avec avec des chiens des races que tu représentes? Donc par exemple, quelque chose qui fait que le juge va se dire « Ah non, mais là, c'est vraiment pas possible ». Il y a aussi des critères quand même qu'on ne peut pas... sur lesquels on ne peut pas faire abstraction, qui s'appellent les vices rédhibitoires. Et sur ta race, je les connais pas trop plus que ça. Moi, je sais par exemple que sur le berger allemand, si les oreilles sont tombantes, c'est juste pas possible. Moi, déjà, je pense qu'en exposition, le vice rédhibitoire premier, ça sera le comportement.
Donc tu veux dire si le chien, il y a un moment, je crois, alors je sais pas si sur ta race c'est pareil que sur la mienne, il regarde les dents. Parfois ce sont souvent les juges qui regardent les dents. Bien sûr. Par exemple, si le comportement du chien n'est pas bon, ça peut être un motif si le pour... juge peut pas manipuler, approcher le chien, le manipuler, il peut éventuellement demander au propriétaire de montrer lui-même les dents, mais ça va pas être un élément favorable dans le jugement global du chien. Hein. Donc on est d'accord, si je suis ton raisonnement, qu'il faut quand même un minimum d'éducation. Et là, on va retomber sur mon pôle pour participer à des expositions, quoi. On peut pas venir la fleur au fusil, comme on dit. Hein. Tout à fait. Il faut vraiment une bonne éducation de base et il faut avoir un chien qui est stable parce que l'environnement est très anxiogène. Il y a à peu près 1500 chiens qui se côtoient. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'odeurs. C'est un environnement extrêmement stimulant et anxiogène pour les chiens. Et si le chien il n'est pas apte à absorber tout ça, ben ça va nuire à sa présentation et ça va nuire à son bien-être et ça va nuire à son comportement. Les testicules pour un mâle. Ah oui, effectivement. Bah alors là, je pense que c'est sur toutes les races. Ça arrive qu'il y en ait qu'une seule qui descende, voire très rarement pas du tout, mais généralement il y en a qu'une seule qui descend. Et là, effectivement, bah là, pour la reproduction, on est d'accord que pour des raisons évidentes de santé, vous allez bien être obligé de le faire castrer et donc l'éloigner de la reproduction. Donc on est sur les testicules, ok. Les manques de dents. Le manque de dents, la dentition. Voilà, on a droit à un manque de dents, pas plus, une dent manquante, pas plus, une prémolaire. Okay. Et si le chien, par exemple, il se fait casser la figure et qu'il lui manque une dent, il est disqualifié, sauf... Même si c'est pas génétique. Alors, si c'est un accident, on peut avoir un certificat médical du vétérinaire qui atteste que c'est un accident et qu'il est né avec toutes ses dents, mais qu'accidentellement, il en a perdu une ou plusieurs. Est-ce que le juge va prendre le temps de regarder le certificat médical en vrai? Alors, si il le disqualifie pour cette raison, il est judicieux effectivement de montrer le certificat médical en question. Donc on peut aller se plaindre après coup? Oui, ou même sur le champ, mais après coup, c'est toujours plus compliqué. Faut savoir pour la petite anecdote que j'ai fait des expositions canines, on en parlait tout à l'heure avec Nox, qui est mon petit berger allemand noir. Et en fait, Nox a fait meilleur puppy le matin et l'après-midi, elle a été disqualifiée à cause de la couleur de sa robe parce que la juge ne connaissait pas très bien. Donc, on en parlait justement avec Chantal qui accompagne Agnès aujourd'hui et Chantal me disait effectivement quand on a des bergers allemands, on va plutôt dans les spéciales de race pour éviter ce genre de discrimination et ce manque de connaissances sur la race. Mais sachez qu'on peut se plaindre quand même puisqu'on a un standard de la race. Alors, les testicules, les dents. Et la taille, c'est un des premiers critères qui frappe l'œil du juge parce que quand il voit entrer le chien sur le ring, surtout s'ils sont plusieurs, il y a des comparatifs de taille qui vont automatiquement se mettre en place dans l'esprit du juge. D'ailleurs, je trouve que la taille, c'est important pour respecter les critères du standard de la race, mais je les vois jamais toiser les chiens. Est-ce qu'ils ont pas le temps ou est-ce qu'ils veulent pas ou... Alors, ils sont toisés systématiquement lorsqu'on le demande lors d'une exposition de beauté à faire confirmer son chien. Mais pour la confirmation, donc. La confirmation n'est pas une démarche obligatoire. Mais en France, si on veut faire confirmer son chien, c'est-à-dire valider son pédigré définitif, il n'y a pas 36 solutions. Il faut le présenter à une exposition de beauté ou il faut le présenter à une séance de confirmation. Et là, le juge, il va systématiquement sortir la toise et toiser le chien pour vérifier qu'il est bien dans la taille autorisée par le standard. Est-ce qu'il y a une couleur de robe ou quelque chose? Couleur, je peux venir avec un berger australien vert? Non, du blanc, le blanc envahissant. Chez mes races, par exemple, que ça soit le berger des Shetland ou le berger américain miniature, le blanc ne doit pas dépasser la ligne des épaules. Donc s'il y a du blanc sur le dos, il y a des tolérances pour les couleurs merles, mais pour les couleurs foncées, les noirs tricolores et les rouges tricolores, le blanc envahissant, c'est rédhibitoire. Alors, les 4 couleurs de robe sont le rouge et le noir, qui sont les couleurs solides, le bleu merle et le rouge merle, qui sont des couleurs diluées. Ils peuvent avoir ou ne pas avoir des marques blanches et des marques feu. Les marques feu, c'est les spots, c'est les joues. Les marques blanches, c'est habituellement le collier, le bout des pattes. Ils ne doivent en aucun cas avoir de blanc sur le dos, sur le manteau, sur le dessus du dos, entre le garrot et la queue. On a intérêt à connaître le standard. Avec toutes ces couleurs, on a de temps à autre des chiens qui sortent, on a des dilutes, on a toutes sortes de couleurs qui sortent de temps à autre. Yellow. Attends, stop. Je pense qu'il y en a qui sont comme moi et qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que c'est qu'un berger australien yellow ou dilute? Ça ressemble à ça. Des yellow, il y a toutes sortes de choses.
On n'en a pas vraiment une liste exhaustive, donc il faut faire avec. Ce sont des chiens qui sont en bonne santé, qui peuvent vivre normalement, qui ont le seul défaut de n'avoir pas la couleur répertoriée par le standard. Elles doivent être cassées. Elles sont systématiquement cassées. Donc si jamais je vois un berger australien qui a les oreilles blessées, il passe pas. Il passera pas. Ou même une sur les deux, ça passe pas. La queue ne doit pas rouler sur le dos. Elle ne doit pas dépasser la ligne du dos. Le standard du berger australien porte une mention qui est très rare dans un standard. C'est que la qualité du chien doit primer sur le respect de la taille. Un chien qui est vraiment très beau, qui est vraiment bien dans le standard par son format, par ses proportions, s'il est juste un peu en dehors au sujet de la taille, il doit passer quand même parce que la qualité est plus importante que la taille. Ça figure, j'ai pas le texte exact, mais ça figure dans le standard de la race. Ok, on va faire un petit aparté là-dessus parce que j'en profite d'avoir une éleveuse sous la main pour poser la question que je me pose depuis un moment parce que j'en entends beaucoup qui me posent cette question et jamais je sais pas quoi répondre. Donc là, vraiment, on va le vérifier avec une éleveuse. Est-ce que c'est vrai qu'on peut pas croiser deux bergers australiens de couleur merle et pourquoi? C'est tout à fait vrai que les mariages merle-merle sont maintenant proscrits par les clubs de race. Il y a encore pas si longtemps que ça, on pouvait demander une autorisation, mais maintenant c'est vraiment interdit. Tout simplement parce que le gène merle est un gène qui intervient pour diluer la couleur de la robe. Et lorsque l'on marie deux merles entre eux, on va faire du dilué, marié avec encore du dilué, ce qui va générer du blanc. Justement, le fameux blanc que l'on essaye de minimiser. Donc, il n'y a pas un risque de si, santé? justement. C'est un peu plus délicat lorsqu'on a trop de blanc sur la tête. Parce que l'œil dans le blanc, l'oreille dans le blanc, s'ils sont complètement dépigmentés, peuvent ne pas être fonctionnels. L'œil peut ne pas voir ou ne pas exister quelquefois. C'est assez rare et l'oreille peut ne pas fonctionner. Donc, on doit contrôler. Les couleurs solides peuvent être croisées entre elles, il n'y a pas de souci. Souvent, on fait une couleur solide, une couleur merle. C'est les merles qui sont les plus demandés. Et les yeux bleus. Particolores. Oui, c'est fréquent. C'est bon dans le standard de race aujourd'hui? Ils peuvent avoir toutes les couleurs d'yeux. En principe, des yeux verrons ou des yeux de plusieurs couleurs sont le propre des merles, mais c'est pas tout à fait sans exception. C'est pas parce qu'un chien a une fois mal réussi qu'il réussira mal les expositions suivantes. Et toi, Agnès, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que si c'est un plaisir pour le maître et pour le chien, que ça soit un particulier, que ça soit un éleveur, il faut pas hésiter, mais il faut accepter la règle du jeu, que le même chien, d'une exposition à l'autre, il peut plaire, il peut ne pas plaire, il peut plus ou moins bien se présenter, il peut plus ou moins être impacté par le stress ambiant et ça va forcément avoir une conséquence sur le résultat, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde à partir du moment où on a un chien qui est dans le standard, qui correspond au standard de la race. Non, j'ai pas rempli mon objectif aujourd'hui puisque j'étais venue il y a à peu près 3 ans. Il avait absolument tout remporté, fait meilleur de race, il avait vraiment fait carton plein. Aujourd'hui, je l'ai présenté qu'une seule fois. Je peux pas être présente les 2 jours prochains. J'ai pas du tout atteint mon objectif. Donc il n'y a pas de titre pour aujourd'hui alors? Pas de titre pour aujourd'hui. Mais il en a déjà eu avant. Mais il en a eu plein auparavant. Donc on peut dire que ça dépend, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on peut dire que ça dépend aussi de comment il a exposé, mais aussi du juge. Ça dépend beaucoup du juge, ça dépend de la présentation du chien, ça dépend s'il est impacté plus ou moins par le stress environnant, ça dépend de beaucoup de facteurs qui sont extérieurs. Et c'est un peu comme une compétition sportive, c'est un peu comme un petit challenge. On participe, mais on n'est pas sûr d'être gagnant à tous les coups. Et si on n'accepte pas cet état de fait, règle du jeu, là effectivement il vaut mieux pas venir parce que c'est une perte de temps, une perte d'argent, c'est du stress éventuel pour le chien et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui auraient fait, je sais pas, qui se seraient lancées sur une exposition qui n'auraient pas eu de résultat? Est-ce que tu crois qu'on peut les inciter et les encourager à réessayer avec, je sais pas, un nouveau juge, une nouvelle exposition?
Oui, bien sûr, c'est pas parce qu'une fois ça n'a pas fonctionné avec tel juge que ça ne fonctionnera jamais. Il faut vraiment pas hésiter à persévérer, à ramener son chien à partir du moment où on a conscience de la qualité de son chien, qu'il est en conformité avec le standard, il a toutes ses chances. Oui, et d'un juge à l'autre, avec le standard, on est bien d'accord. Ah oui, et ça, on va le repréciser parce que c'est important. Si votre chien a des vices rédhibitoires, donc des points sur lesquels il ne correspond pas au standard de la race, et effectivement, il faut bien évidemment ne même pas essayer une seule exposition si vous en êtes conscient. Mais en tout cas, si voilà, après c'est sur du petit détail ou de la manière d'exposer, il y a toujours moyen de s'améliorer et de retenter sa chance, on peut dire. Et sans même parler de s'améliorer, ça peut fonctionner un jour avec telle personne à tel endroit et ça peut moins fonctionner un autre jour avec une autre personne à un autre endroit. Exactement. Agnès, dans le monde des expositions canines de beauté, il y a beaucoup de langues de vipères qui vont nous dire que si le chien, par exemple, alors, bon, soyons honnêtes, si on a une exposition pas très loin de chez nous, j'imagine que c'est du bon sens d'y participer. Qu'elle soit connue ou Bien non, sûr. ça reste quand même quelque chose d'abordable, même au point de vue financier, et quelque chose qui est à moindre distance. Donc bien évidemment, les expositions, pas de campagne, mais entre guillemets non loin de chez nous, qui sont pas forcément aujourd'hui comme Genève, très connues, c'est une grande ville. Une ville cosmopolite. C'est une ville cosmopolite. Alors, moi, je vais te dire quelque chose. Plusieurs fois, j'ai des amies éleveuses et moi d'ailleurs aussi qui avons participé à des expositions. On était tout seuls dans notre catégorie, c'est vrai, j'ose le dire, je suis assez transparente là-dessus. Mais on a ces langues de vipères qui vont nous dire très souvent, ouais, c'est normal qu'ils aient eu le titre national ou international parce qu'ils sont tout seuls dans la catégorie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est contraire au règlement des jugements, tout simplement. C'est pas parce qu'on a un seul chien à juger qu'on est obligé de lui attribuer le titre s'il ne mérite pas le titre, tout simplement. Donc on est d'accord que si tu es toute seule dans ta catégorie, il est tout à fait possible que tu fasses carton vide. Donc que tu n'aies pas les titres nationaux. Tout à fait. Parce qu'on vient pas chercher forcément la première place. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le titre national ou le titre international de conformité aux standards de la race. Voilà. Après, mais ça, il faut en être conscient parce que quand vous allez fréquenter les expositions canines de beauté, ça dépend de quelle race vous avez, je pense, parce qu'on n'est pas trop concerné chez le berger allemand, mais chez le samoyède ou d'autres. Alors, je sais pas dans ta race comment c'est l'ambiance, mais voilà, on est dans le monde de beauté, quoi. C'est assez. Ça. On est dans le monde de beauté avec toute la subjectivité qui va avec. On est bien d'accord. Tout le monde. Le problème, je pense que ce déchaînement un petit peu de langue de vipère et d'animosité entre les participants vient du fait du manque d'objectivité. Chacun est persuadé d'arriver avec le plus beau chien du monde. Ils sont tous beaux, hein. Oui, surtout le sien, c'est le plus beau. Donc, quand il repart carton vide ou qu'il n'a pas le titre escompté, forcément, c'est une déception, c'est une petite blessure à l'ego du propriétaire. Et si on n'arrive pas à surpasser cette petite blessure d'ego, ben, il vaut mieux passer son chemin vis-à-vis des expositions. Agnès, merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont super utiles. Merci d'avoir été avec nous. On te souhaite que le meilleur pour tes chiens et ton élevage. D'ailleurs, en parlant d'élevage, est-ce que tu as un site internet où on peut te retrouver, Agnès? Bien sûr, j'ai un site internet sur Chiens de France parce que mon élevage est basé en France. Mon élevage s'appelle Au Berger du Léman puisque je suis sur les rives du lac Léman mais côté français. Et j'ai une page Facebook également qui porte le nom d'élevage Au Berger du Léman. Merci beaucoup Agnès, n'hésitez pas à aller lui faire un coucou si vous avez des questions sur la race qui n'est pas la mienne, donc on en profite. Merci de répondre aux centaines de milliers de questions que tu vas taper sur... Bon, on exagère, mais si jamais, en tout cas Agnès est très sympa et elle est passionnée comme beaucoup d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous avez des besoins ou même vous renseigner sur la race avant d'adopter, ce qui est très important et ce pourquoi aussi on est là. Merci. Et hop, ni une ni deux, en attendant la prochaine interview avec Milo, qui est commerçant sur l'exposition canine de beauté, on repart tout de suite exposé sur le ring. Presque pas le temps de manger. Et oui, l'exposition canine c'est aussi ça, particulièrement lorsqu'on a plusieurs chiens, on passe son temps à courir. Et tout comme la matinée, Nox fera meilleur chiot de race et aura la qualification maximale de très prometteur. Elle sera attendue, comme vous l'avez vu,
sur le ring d'honneur des meilleurs chiots de race. Pour Sky, qui est plus avancée dans la croissance, elle a donc accès à plus de titres. Tout comme le matin, elle fera meilleure de race mais gagnera aussi le titre national de conformité aux standards de la race et le titre international au dressage aussi. C'est d'ailleurs ce week-end précis que Sky deviendra jeune championne suisse de beauté et championne suisse des expositions, mais aussi championne des Alpes. Allez, on va aller faire un petit tour chez Milo de l'animalerie Annie Milo et il faut savoir que l'année précédente, nous exposions aussi ici et Milo a été un grand coup de cœur pour nous. C'est un commerçant incroyable qui a un vrai contact client et une vraie petite caverne de trésors. On adore passer à sa boutique pour faire des emplettes à chaque expo où on le retrouve. Faut savoir, bah oui, que Milo, il a une boutique en ligne, mais pas de boutique physique. Il transporte avec lui toute sa boutique dans des immenses camions qu'il réorganise exposition après exposition. Sourire, passion et bons conseils sont encore au rendez-vous chez lui aujourd'hui. Ok, aujourd'hui on est avec Milo, le propriétaire de l'animalerie Annie Milo. C'est lui qui a le plus gros espace à chaque fois au Palais Expo. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta boîte, de toi, et nous dire combien d'années ça fait, Milo, que tu exposes ici? En 2012, c'était l'Européen des chaînes de race ici, le grand exposition qu'ils ont organisé à Palais Expo. Et depuis ce moment, ils ont organisé avec les automnales tous les ans l'Expo Canine de Genève, que ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on vient tous les ans à Palais Expo avec la boutique. Est-ce que tu crois, Milo, qu'il y a de plus en plus de monde dans les expositions canines ou de moins en moins de monde depuis que tu y participes? Quand je regarde pour la Suisse, ça se stabilise. Il y a presque toujours entre 1500 et 2000 chiens inscrits par jour en expo.
Pour le reste de l'Europe, on voit quand même que ça recule un petit peu, que ça devienne de plus en plus... oui, parce qu'on a beaucoup d'éleveurs qui nous ont dit que c'était de moins en moins animé, qu'il y avait de moins en moins de monde. T'es plutôt d'accord? C'est différent. Il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt qu'on retrouvait bien les différentes races dans les différents groupes pour se reconnaître, pour rencontrer des éleveurs. Le jour d'aujourd'hui, comme partout, il y a beaucoup plus de choses qui se passent sur le net. Tous les éleveurs, ils ont leur page Facebook où ils mettent des petites vidéos, qu'il y a moins la nécessité aussi pour les gens de venir à l'Expo Canine. Milo, on est dans une exposition canine de beauté, alors on va te suivre. Est-ce que tu pourrais nous donner le kit parfait de l'exposant de beauté? De quoi on a besoin pour participer? Tu peux nous montrer? Oh oui, je peux montrer quelques petites choses. C'est comme nous, le matin, on commence à se brosser les cheveux. Il faut une brosse plus souple ou plus dure. Derrière toi, on a encore une gamme plus avancée. Ça va de brosses au poil avec des brosses avec des pics en bois très doux et des brosses à picots. Et ensuite, on ne concourt pas avec un gros collier et un grand laisse, mais on prend plutôt des choses assez fines, assez jolies. Ça fait le laisse de présentation et laisse d'expo. D'accord, super joli. Très très fin hein, finalement. Oui, et ensuite, très fin. Ensuite, normal comme pour nous, avant qu'on part au concours, on lave les chats à la maison, qu'il est au plus beau. Et je vois même qu'avec tes laisses d'exposition, tu as les petites sacoches quand même pour ne pas oublier de récompenser quand même vos compagnons, les gars. Ça serait sympa. Assorti aux vêtements de la présentatrice ou du présentateur. Milo, on va faire un petit bref. Donc tu dois répondre en chiffres et avec des réponses qui sont très courtes. Milo, combien de chiens tu as? 8. Quelle race? Des Continental Bulldogs, c'est une race suisse. Ouais. On a des Akita américains et on a un Barbados de Terceira qui est un chien de berger portugais très rare. Il n'y en a que 700 dans le monde. Tu étais éleveur avant, Milo? Non, j'ai commencé dans le monde de chiens de race en 2000. J'ai eu des bearded collies, des collies barbus et ensuite ça a évolué. Quand j'étais gamin, encore avant, j'avais des bouviers de Flandre. Et ces dernières années, les Akita, les Conti et le Barbados. D'ailleurs, je crois que tes chiens, ils t'accompagnent à chaque fois. Hein maintenant, il y a un parti qui reste à la maison, mais on en a toujours 2 ou 3 avec nous pour le plaisir. Milo, est-ce que tu peux nous dire une idée de kilométrage à l'année avec tous les kilomètres que tu fais avec ta boutique? Que pour les expos, c'est 30 000 km à l'année. Merci beaucoup, Milo, d'avoir été avec nous. On te souhaite le meilleur pour ce week-end. Au fait, si vous vous rappelez bien, pendant la partie toilettage du début du documentaire, je vous parlais de produits de toilettage de la boutique Smile & Po, qui appartient justement à une éleveuse de Poméraniens, champion de beauté. Et ben ça tombe plutôt bien, regardez, elle est là. Alors qui de mieux que Laurette pour vous parler de sa boutique Smile & Po? C'est parti, on va la voir. Et bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Laurette que j'ai rencontrée sur Exposition Canine, figurez-vous, avec Manon qui m'a donné ses petits secrets de beauté. Donc si vous avez bien suivi, on avait fait une vidéo où vous pouviez voir en fait le traitement phyto-véto qui a super bien marché. Laurette, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on est samedi, ça fait déjà 2 concours qu'on fait. Grâce à toi, j'ai eu le titre national et le titre international. Tout le monde m'a fait bravo. Tout le monde m'a fait des compliments sur la brillance du poil de mes chiens. Laurette, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est Smile & Po parce que tu représentes ce qui s'appelle Smile & Po. Alors c'est quoi? C'est un magasin? C'est un toilettage? Tu peux nous parler de toi un petit peu? Oui, alors bonjour à tous. Du coup, moi c'est Laurette, je suis la gérante du site en ligne Smile & Pose. Donc voilà, c'est donc un site qui est destiné à nos animaux de compagnie, que ce soit les chiens et aussi les chats notamment. Donc on y propose plusieurs gammes de produits, mais notamment donc en distribution, on a la gamme Always Your Friend, qui est une gamme de cosmétiques, vraiment une philosophie du naturel dans toute notre boutique en ligne. Et on vend aussi des produits, donc des compléments alimentaires, qui sont destinés à nos chiens principalement. Et voilà, pour vraiment avoir un bien-être de vos animaux, c'est le but de la boutique. Et
toujours du naturel. Au-delà de Smile & Po, Laurette, et je pense que c'est important de le préciser, il me semble que tu es éleveuse, donc tu as testé là. Qui c'est que tu as avec nous aujourd'hui? Comment il s'appelle ce petit bout? Alors, aujourd'hui, j'ai Oran avec nous. Et Oran, c'est une chienne qui est donc championne internationale de beauté. Elle est championne de France, championne de Suisse et peut-être bientôt d'Allemagne aussi. Voilà. C'est une petite chienne qui a 4 ans. Et que j'ai produit. Donc on peut dire que tes produits sont testés et approuvés parce que tu les as testés en premier, j'imagine, sur ton élevage, c'est ça? Oui, absolument. Donc on teste tous les produits avant de les mettre en ligne sur le site. On teste tous les produits sur nos propres animaux. C'est-à-dire que voilà, ce que je veux, c'est vraiment avoir des produits qui me plaisent, pouvoir vendre des produits de qualité. Donc voilà, je pense qu'en essayant sur nos animaux, on a un vrai recul sur les produits, on peut vous donner un vrai feedback sur ce qui marche pas, sur telle ou telle texture. On a aussi beaucoup de gens, beaucoup de clients qui nous font des retours sur les produits de toilettage, que ce soit même sur des poils longs, enfin voilà, d'autres textures que les textures à sous-poil. Et je pense que c'est ça qui fait que voilà, vous aurez de bons conseils avec Smile & Pose parce qu'on adapte vraiment chaque protocole à chaque chien, chaque race. Mais pas seulement aussi, voilà, vous avez un problème, par exemple, gestion de nus, des nœuds, etc. Donc Laurette, Smile & Po, alors tu es toiletteuse et tu as une boutique où on peut te retrouver. Tu as un site web, Laurette, où il y a tes produits qui sont affichés, ou tu as une boutique physique? Oui, c'est une boutique en ligne, donc vous retrouvez vraiment tous les articles disponibles sur www.smileandpose.com. Alors Laurette, dis-moi, démarrer une entreprise dans le monde du toilettage, c'est pas forcément une mince affaire, mais t'as pas du tout de quoi rougir. Comme on a vu, t'as quand même un élevage qui est assez connu. T'as beaucoup de titres sur tes chiens? Alors, la plupart de mes chiens sont en général champions de France ou champions internationaux de beauté. Et voilà, ça fait 13 ans qu'on élève cette race. Et voilà, on a fait quelques participations à Crufts aussi. Moi, je suis très contente des produits et je suis très contente d'élever ces petits chiens. On est d'accord que ton élevage tourne toujours encore si jamais quelqu'un recherche un petit loulou de ta race? Absolument, ouais. C'est l'élevage Foxlight, donc. Et on élève uniquement des chiens qui sont inscrits au livre des origines françaises. Et c'est des Spitz nains, uniquement. Voilà. Donc on dit Spitz nain dans bref ou poméranienne? Alors, la race officielle, c'est Spitz nain. CH, hein, Spitz, à l'allemande, s'il vous plaît. Et donc après, poméranien, voilà, c'est aussi, ça parle aussi du type en fait, du type en tête, de la construction du chien. On peut dire les deux. En anglais, c'est poméranienne. Ok, donc on a le droit de dire l'un ou l'autre. On ne chie pas la honte sur les expos. Ouais. Alors, dis-moi, Laurette, parce que tu sais, nous, on adore les petits commerçants. On a commencé en petits commerçants. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi tes produits pourraient rivaliser avec les produits, tu sais, de la grande industrie du toilettage, avec des noms très connus? Oui, alors, déjà, ce sont des produits avec des compositions exclusivement naturelles. Il n'y a pas d'agents chimiques nocifs dans les produits qu'on utilise. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'agents nocifs chimiques dans les produits pour nos animaux. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je ferai la différence avec ce que nous on propose, c'est-à-dire que nos produits, il y a de l'aloe vera dedans, donc ça permet vraiment d'adoucir aussi le produit sur la peau de l'animal. Mais voilà, le risque en fait en utilisant des produits très chimiques, vous avez un poil qui a tendance à feutrer, qui est plus sec. Vous aurez du mal à faire repousser le poil de votre chien par exemple. Et puis nous voilà, on prend vraiment en compte l'hydratation. Dans la plupart de nos produits, il y a parfois de l'argent colloïdal pour les animaux qui ont des problèmes de peau, qui se grattent, etc. Ça permet vraiment d'avoir un agent naturel en fait dans le produit pour en fait limiter les démangeaisons et puis assainir la peau tout simplement. C'est une petite marque en fait qui a été créée en Grèce, donc Always Your Friend. Et vous avez aussi la possibilité donc d'avoir
vraiment nos conseils avisés sur votre chien en fonction des besoins que vous avez, soit du démêlage, des mues, de l'hydratation, enfin voilà, faut pas hésiter à nous solliciter. Donc déjà, on est plus disponible que les grandes marques. Pas de commerce de gros, parce que moi je l'ai déjà essayé, hein, t'es quand même très disponible. Alors je sais pas si c'est juste pour moi, à chaque fois je me pose la question, comment fait-elle? Elle répond à tous les messages, elle nous envoie des papiers pour nous expliquer, bah en fait en fonction de notre race, parce que moi tu m'avais fait un papier pour me dire pour mes bergers allemands et mes samoyèdes qui avaient un poil terrible, exactement ce que je devais faire, et ça a très bien marché. Donc une attention clientèle et moins du coup de stress. Merci beaucoup Laurette d'avoir été parmi nous, on te remercie pour ton temps. Bah, j'ai passé un très bon moment en tout cas avec mes petits chiens, ils se sont bien comportés, donc je suis très satisfaite. J'ai vu beaucoup de monde, beaucoup de clients aussi de France et tout, c'était super. Et voilà, ben, je suis très contente d'être là. Et encore demain cette fois. Quel beau week-end! Le samedi, nous avons donc refait les mêmes résultats et tout remporté. Donc, mes deux petites puces étaient de nouveau sur le ring d'honneur des meilleurs de race. Mais regardez un peu qui nous fait l'honneur de présenter Sky. Voici Manon, qui est aussi venue exposer ce week-end. Manon que nous allons donc interviewer juste après ce joli passage. Manon a tout le mérite de m'avoir appris une chose. La réussite appartient à tout le monde. Et c'est au travail d'équipe qu'en revient le plus grand mérite. J'ai plutôt le sentiment que la seule compétition valable est celle que l'on a avec soi-même. Se surpasser plutôt que dépasser. Dans le monde de la beauté, beaucoup de personnes vont vous regarder de haut, vous pointer du doigt, insulter votre chien, vous insulter même parfois pendant votre passage. Les mots qu'ils auront à votre égard, très souvent dans votre dos, seront décourageants, froids comme des lames. Mais n'oubliez jamais cela, si ces personnes n'ont de cesse de parler de vous, alors c'est sûrement qu'elles n'ont rien de bon à raconter sur elles. Être à la hauteur de son chien, devenir un champion parmi d'autres, ce n'est pas juste gagner des titres. C'est avant tout avoir une attitude bienveillante et respectueuse. L'attitude, c'est ce qui distingue un bon champion d'un mauvais. Alors, fin de journée sur le samedi soir et aujourd'hui on va retrouver Manon qui a l'élevage Majestic Gold, donc qui est éleveuse, future éleveuse si on peut le dire, de samoyèdes. Tu es ici avec ta chienne Polly, je crois. Est-ce que tu as démarré les expositions avec elle et en quelle année tu les as démarrées? Alors oui, j'ai démarré avec Polly et ça fait pas longtemps du tout puisque ça fait seulement 1 an et demi qu'on sort sur les expositions alors que nous n'y connaissions rien du tout. Tu n'avais jamais fait d'exposition canine avant? Non, je n'y connaissais rien du tout. Polly est ma première chienne LOF et du coup j'ai pu débuter les expositions avec elle. Tu es une personne, Manon, qui ne fait pas partie d'une famille déjà qui a un élevage. Tu t'es vraiment lancée là-dedans, mais sans aucun feedback derrière, on est d'accord? Oui, pas du tout, parce que ma mère est aide-soignante et mon père est aide médico-psychologique et on a toute la famille dans la santé. On n'a jamais
J'ai toujours vécu avec des chiens, mais jamais de l'élevage. On va parler un petit peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc on a vu quand tu as démarré, aujourd'hui on est en 2022, en novembre 2022. Est-ce que tu arrives à nous dire ton parcours depuis là et les titres que tu as obtenus avec ta chienne? Les parcours, je vais pleurer. Tu veux qu'on la refasse? Oui. Respire. Je vais pleurer, c'est sûr. Faut dire que Manon et Polly n'ont eu de cesse de travailler dur pour en arriver où elles en sont aujourd'hui. Et se faire une place, c'est très difficile. Et on a souvent essayé de les arrêter. Quels sont tes titres avec cette même petite chienne avec laquelle tu as démarré en seulement 1 an et demi quand même, hein? Polly est double championne de France, donc championne de France des expositions, championne de conformité aux standards, elle est championne du Luxembourg, elle est double championne de Suisse depuis hier, donc championne de beauté en Suisse et championne des expositions en Suisse. Elle est double championne du club en 2021 et 2022. Elle est championne des spéciales de race en 2022 et depuis aujourd'hui, elle est championne internationale. Quel parcours, Manon! Est-ce que tu peux nous dire quand tu es arrivée, comment t'as fait pour en arriver là, en fait, tout simplement? Comment t'ont accueilli les anciens éleveurs de la race, puisqu'on voit il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce monde-là. Est-ce que ce sont ces personnes-là qui t'ont enseigné? Est-ce que tu t'es inspiré d'autres personnes qui exposent des chiens d'autres races ou t'es vraiment resté dans le samoyède? Donc du coup, quand je suis arrivée dans le milieu du samoyède, c'était assez difficile parce que c'est un milieu assez fermé où il est très difficile de se faire sa place. Mais tu t'es accrochée? Oui, je me suis accrochée grâce à des gens qui m'ont poussée à m'accrocher parce que c'est vraiment pas facile. Je me suis déjà faite insulter au bord de ring. Ma chienne s'est déjà faite appeler sur les rings. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Les expositions canines, il y a beaucoup de malveillance, mais heureusement, il y a aussi de la bienveillance. Donc on est d'accord qu'il n'y a donc pas, parce que très souvent on va vous le dire, beaucoup de malveillance dans les expositions canines, mais toi Manon, t'as quand même réussi, pour reprendre tes dires, à trouver quelques rares personnes qui t'ont quand même pris la main, aidé et inspiré un petit peu? Oui, il y a quelques rares personnes qui m'ont beaucoup aidé et c'est important de s'entourer des bonnes personnes, de peu de personnes, mais des bonnes personnes pour avancer. Et malgré tout, les mauvaises personnes nous aident aussi puisqu'elles nous aident à nous montrer le chemin que nous voulons pas suivre. En parlant de malveillance ou pas, on se pose des questions parce qu'avec ta petite chienne Polly, qui est une petite étoile montante des réseaux sociaux, où tu partages tes aventures sur le compte de ton futur élevage, donc Majestic Gold sur Instagram. Nous, on sait que tu as adopté un 2e samoyède, mais c'est un mâle cette fois-ci, et tu as longtemps gardé le secret. Pourquoi, Manon? Tout simplement, j'ai gardé le secret du coup pendant 1 mois entier, tout simplement pour nous protéger et parce que je suis très superstitieuse. Et je voulais du coup nous protéger de tout ce monde-là, qu'on apprenne à se connaître ensemble afin d'évoluer dans le bon sens. Et j'ai annoncé son arrivée quand j'ai senti que c'était le bon moment. Est-ce que tu pourrais nous parler de lui, Manon? Comment il s'appelle? D'où il vient? Quels sont tes projets avec lui? Alors Mackenzie vient des Pays-Bas, il a 2 ans et du coup je l'ai acheté à 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est un chien entièrement testé, donc je savais déjà les tests de santé qu'il y avait derrière et je connaissais le pédigré et donc sa génétique. Et donc Mackenzie sort en exposition depuis le mois d'août avec nous. Il est déjà jeune champion des Pays-Bas, champion de Suisse, donc avec moi des expositions et champion du Luxembourg. Il a validé sa cotation 4 très récemment puisque c'était au mois d'octobre et nous espérons qu'il ne s'arrêtera pas là lui aussi. Les expos, tu l'as vu, c'est pas du tout ma passion. On se retrouve et on partage quand même ces moments ensemble lorsqu'on le peut. Le défi de la journée, c'était de nous montrer une séance éducative
avec vos chiennes sur les allures, le focus, le statique et tous ces trucs difficiles, mais que les personnes doivent s'attendre à travailler avant de venir se présenter sur ce qu'on appelle le ring. Est-ce que tu es d'accord pour nous donner un petit cours avec ta collègue qui va nous juger, pour nous dire qu'est-ce qu'il faut travailler avant d'arriver ici et qu'est-ce qui n'est pas permis? Du coup, c'est parti, nous allons y aller avec la petite laisse d'exposition juste ici. Hop, on y va. Allez. On va débuter, on va faire les allures, donc on va faire un cercle complet. Du coup, on va faire un petit statique. Ici. Donc là, on voit que le chien est pas trop mal placé, donc on le place. Hop, manuellement. Voilà. Et puis, on donc là, le juge va vérifier les dents du chien. Il va vérifier que les dents soient en bonne occlusion, ainsi que le fait que les dents soient complètes. Voilà, c'est bien. Ensuite, sur les chiens qui ont du poil surtout, le juge va vraiment toucher pour se rendre compte de l'épaule. Alors il va aussi toucher sur les races à poil court et sur les races à poil long particulièrement, puisqu'en fait avec le poil ils ne se rendent pas compte de l'épaule et de la ligne de dos, tout ça. Et si c'est un mâle, il va vérifier les testicules. Tout ça, mais il faut que le chien soit habitué à être manipulé. Après, le juge va vraiment vérifier, il va aussi faire ses mesures par rapport au rapport crâne-chanfrein. Enfin, voilà, il va vraiment vérifier toute la totalité du corps, les angulations arrière, le port de queue, tout ça pour détailler le chien au maximum. Donc là, une fois que le juge a touché le chien, on peut le remettre en statique pendant qu'il va faire ses critiques à la secrétaire. Position. Après, le juge va demander un aller-retour pour juger le chien en fonction de ses aplombs, tout ça, voir s'il décolle pas des coudes ou s'il ne sert pas des jarrets ou des choses comme ça. Tu vas me faire un aller-retour, non ? Là, je vais faire du coup l'aller-retour, bien en face du juge. C'est important d'être vraiment en face du juge. Et après, généralement, il va demander un tour de ring. Donc là, on va refaire un cercle. Trotte, devant, devant. La poli est habituée à trotter bien devant, 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 devant. Allez ma fille, devant. Oui, super. Et on revient se positionner en statique devant le juge. Position. En exposition canine, la relation avec le chien est quand même très très importante. Le chien, faut qu'il reste assez focus sur son propriétaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit, comme vous pouvez l'entendre. Il y a beaucoup de chiens qui aboient, beaucoup de chiens en cage. Du coup, le focus reste très important. Donc jouer avec son animal, c'est aussi super important, et le féliciter. Ok, ma papa. Bravo! De changer de main, il ne faut pas faire, il faut toujours garder la main à gauche. Il ne faut pas que le chien soit trop proche du juge. Il faut que le chien puisse apprécier il faut que le juge puisse apprécier le chien un petit peu plus loin. Donc déjà, il faut que le chien soit vraiment parallèle au juge. Voilà, bon. On voit que là, le chien ne se met pas correctement. Il faut vraiment qu'il soit devant le juge pour que le juge puisse apprécier le chien. Alors là, on peut pas avoir mieux. Voilà, alors le chien ne doit pas marcher, il ne doit pas renifler le sol, c'est très important.
Le problème avec un chien comme ça, c'est qu'en plus, ça peut freiner les concurrents qui sont derrière. Je suis avec Kim là-bas. Ouais. Ah bah tiens, vite. On peut pas avoir. Ouais. Ouais. Il faut pas que le chien fasse ses besoins sur le ring. Voilà. Et il faut surtout pas que le chien prenne sa laisse. Il faut vraiment que le chien. En exposition canine de beauté, il faut savoir qu'il existe le métier de handler. Un handler, c'est une personne qui est mandatée pour présenter des chiens. J'ai cherché une handler sur l'exposition canine et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Kim. Kim est une personne incroyable, pétillante, elle est passionnée, chaleureuse et souriante. Très souriante. Très souriante. Très souriante. Qu'est-ce que tu nous racontes? Très souriante. Bref, elle respire la joie de vivre et je me suis jamais autant amusée pendant une interview. Avec la fatigue, la pauvre, je l'ai retenue des lustres car je n'arrivais pas à annoncer son nom correctement. B-U-2-S-I-E-R-E. B-U-2-S-I-E-R-E. C'est une femme. C'est féminin. Lucien, B-U-2-S-I-E-R. Frange, F-R-A-N-G-E-S. Bon, alors on enchaîne ce soir avec Kim. Kim, je cherchais justement un handler, une handler, puisqu'on vient d'avoir cette discussion. Alors on enchaîne ce soir avec Kim, ça tombe super bien, je vous avoue, parce que je galérais, j'avais vraiment besoin de trouver une handler. Et je dis bien une handler, puisque moi j'aurais dit handleuse, mais apparemment Kim nous expliquait que cela ne se dit pas, c'est un mot anglais. Donc Kim, tu es avec nous ce soir, on va pouvoir répondre à quelques questions, mais avant tout, Kim, ce domaine, donc on est en exposition canine internationale, il faut savoir que il y a un métier affilié et ça s'appelle donc le métier de handler. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ce métier, s'il te plaît? Mon métier il intervient dans plusieurs cas. Donc en fait, il intervient dans des cas où les gens ne savent pas faire, puisque c'est quand même un métier, il faut savoir le faire. Il faut savoir mettre son chien en valeur et il y a des petites techniques qui peuvent faire la différence dans un ring. Donc Kim, on voit que t'es sapé comme jamais. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens quand même qu'il faut pas venir en maillot de bain quand même pour exposer son chien, non? J'imagine que les juges ils regardent quand même, non? C'est un respect pour le juge. Le juge fait un effort de venir bien habillé. Donc c'est à nous aussi de faire un effort en retour pour être bien habillé. Voilà, donc faut pas faire comme moi, si jamais. Donc mon métier intervient aussi dans le fait que des fois des gens ont envie de valoriser leur élevage, de valoriser leur chien. Et ils n'ont pas forcément la condition physique ou le temps d'emmener leur chien à l'exposition. Donc c'est là aussi que j'interviens dans ces cas-là. Alors du coup Kim, dis-moi, parce qu'on est en exposition canine internationale, donc on va dire que les deux grands métiers, c'est ton métier à toi, donc qui est handler, et juge, parce que c'est un métier, non? Alors on va dire qu'il y a plutôt trois métiers, parce qu'il y a aussi les éleveurs et c'est quand même un métier d'élever. On ne s'improvise pas éleveur, donc c'est vrai que c'est important aussi de rajouter ça. Après c'est vrai que les juges, il faut vraiment avoir l'œil en fait pour être juge, et souvent, généralement, ce sont des gens qui ont déjà élevé, donc qui savent ce que c'est une épaule, une angulation. Voilà, on ne s'improvise pas juge et on ne peut pas devenir juge sans avoir élevé. Ou alors c'est un cursus vraiment beaucoup plus long, et dans certains pays uniquement. Comment on devient handler?
Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui vient à nous en fait. C'est le feeling avec le chien qui passe et c'est l'envie en fait de vouloir de vouloir rendre ce service aux gens en fait et ça vient tout seul, ça vient vraiment naturellement. Donc on n'a pas besoin d'études pour devenir handler? Alors non, après forcément, il y a handler et handler. Il y a des handlers qui vont s'improviser handler, qui vont présenter des chiens, qui vont se dire ah c'est bon je suis handler. Mais les handlers qui veulent faire les choses correctement, généralement ils vont aller se former à l'étranger chez d'autres handlers pour voilà, pour avoir d'autres techniques et pour pouvoir avoir une approche différente. Ça a été mon cas. Il faut trouver quelqu'un avec qui on a envie de travailler, avec qui qu'on admire. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance dans ma race d'avoir un handler qui était vraiment très réputé, que j'admirais beaucoup. Et un jour j'ai vu un post sur Facebook comme quoi il recherchait une assistante pour une expo et du coup j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pu rester un mois en Pologne chez lui et sa compagne et c'était magique. J'ai appris vraiment des choses qui m'aident beaucoup aujourd'hui dans mon activité. C'est chaud. Ouais. Mais non, c'est pas une formation en fait, c'est vraiment un stage pour apprendre des techniques, mais pour le coup tu peux pas être formé en fait. T'es handler, soit t'as le feeling, soit tu l'as pas. Okay. Et c'est vrai que malheureusement, on est dans une. Depuis qu'il y a eu le Covid, il y a beaucoup de handlers qui fleurissent un petit peu partout. Bon, il y en avait déjà avant, mais là vraiment énormément. Et pour le coup, c'est des gens qui s'improvisent handlers, mais en fait, c'est pas des handlers quoi. En quelques mots, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste le métier de handler? Le métier de handler, c'est avant tout faire briller le chien. Il faut savoir faire briller le chien sans pour autant se mettre en extravagance. Voilà, il faut arriver à rester à sa place, être derrière, tout en pouvant mettre un chien sur un piédestal et le faire briller dans un ring. Voilà, c'est important aussi de bien s'habiller parce que forcément, c'est un respect pour le juge, c'est un respect pour les autres exposants, c'est un respect aussi pour le chien. Parce que pour le coup, voilà, on vient à un concours de beauté et même si c'est pas nous qui sommes jugés, c'est quand même important, ça peut faire la différence. Kim, en quelle année tu as commencé à être handler? Donc en fait, j'ai commencé les expos il y a 12 ans avec mon premier braque de Weimar qui s'appelait Fire. Mon papa a commencé à le présenter parce que j'étais une petite adolescente et j'étais dans mon âge un peu bébête. On va dire que c'était pas encore quelque chose qui me tenait forcément à cœur et puis c'est à force de venir en exposition et en voyant l'éleveuse de mon chien qui s'appelle Marie-Gabrielle Thomas, qui est la personne qui a eu la seule et unique double championne du monde dans le braque de Weimar. Et voilà, c'est une petite mention spéciale pour Lilou parce que ça a été une grande chienne qui a marqué sa génération. Et c'est en voyant cette personne-là sur les rings avec sa chienne, la complicité qu'elles avaient, que j'ai eu envie de commencer et que j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents m'ont apporté ma première chienne. J'ai pu commencer les expos avec elle et c'est là que j'ai voulu commencer le junior handling. Donc le junior handling, j'ai pu côtoyer différentes races. Alors le junior handling, en fait, c'est le concours des jeunes présentateurs en français. C'est le jeune qui est jugé sur sa façon de présenter le chien. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre petite journée de présentation, donc sur les rings, que tous les chiens ont été jugés, ils vont garder les meilleurs. Et après, vous allez avoir ce qui s'appelle le ring d'honneur. D'ailleurs, on le voit derrière Kim à gauche. Et sur ce ring d'honneur, au tout début, il y a les junior handling. Et ce sont des jeunes, en fait, des jeunes potentiels qui peuvent présenter des chiens. Ça peut être vraiment n'importe quel chien. Il peut y avoir des chiens qui sont faits pour le ring, mais qui n'ont pas forcément le potentiel pour, mais pourtant qui vont être hyper showy, donc qui vont bien se présenter, qui vont avoir du charisme, tout ça. Donc ce genre de chien, en fait, c'est généralement ce qu'on apprécie pour les juniors en ligne. J'ai commencé à côtoyer différentes races grâce aux juniors en ligne. Donc j'avais commencé avec ma chienne et puis c'est vrai que petit à petit, du coup, j'ai pu côtoyer d'autres races. Donc en fait, c'était à moi d'aller voir les éleveurs. C'était à moi de leur demander s'ils acceptaient de me présenter leur chien. Donc j'ai vraiment pu toucher à d'autres races, à plein de races différentes. Alors, une vraie question, comment être sûr de reconnaître un ou une bonne handler? Qu'est-ce qu'on doit regarder exactement? On doit regarder déjà le véhicule, c'est la chose primordiale. Il faut avoir un véhicule qui offre tout le confort possible à l'animal. Donc c'est vrai qu'il faut déjà que le véhicule soit homologué de type 2 auprès de la DGPP. Donc qu'il soit isolé, qu'il y ait des cages qui soient sécurisées pour les chiens, qu'il n'y ait pas des cages rouillées qui ont des crochets qui dépassent de partout, des choses comme ça. Voilà, il faut vraiment avoir un matériel qui offre de la sécurité aux chiens, une aération, une climatisation dans les meilleurs cas. C'est ça qui est très important en fait pour pouvoir offrir le meilleur à leurs chiens. Après, bien entendu, il faut aussi que le handler ait un feeling avec lui.
puisqu'en fait, il faut savoir qu'avec le handler, on va travailler main dans la main. Le but de prendre un handler, c'est pas de le faire présenter le chien sur 2-3 expos, pas du tout. C'est vraiment d'avoir une aide dans l'élevage, pour choisir ses chiots, pour choisir ses reproducteurs, pour valoriser son élevage, et c'est ça qui est important, et c'est ça que moi je recherche en tant qu'handler et qui fait aujourd'hui la beauté de ce métier. Il faut aussi que le handler ait un amour du chien, bien entendu. Alors on peut pas le juger forcément dans un ring, parce que dans un ring, il y a des chiens à qui on va pas pouvoir faire de câlin, parce que pour le coup, sinon ils vont être complètement foufous. Mais ça se juge aussi à la façon dont le handler sort ses chiens. S'il sort pas le chien de la journée, forcément, l'amour du chien est peut-être pas forcément présent. Il faut qu'il puisse sortir régulièrement, il faut qu'il puisse se défouler, il faut qu'il puisse avoir de l'affection, il faut qu'il puisse voir du monde pour que justement son week-end se passe bien. Si le chien n'est pas sorti régulièrement, tout ça, en fait, outre le fait qu'il n'y ait pas un amour du chien, c'est que le chien, en fait, il va plus vouloir venir en expo. Il va se dire, c'est bon, c'est pour être enfermé dans une cage H24, ça sert à rien que je le fasse. Et quand on veut un chien qui brille dans le ring, en fait, il faut qu'il soit aimé, il faut qu'il soit choyé, et c'est important. Et toi, Kim, comment tu te situes en tant que handler? Il y a des résultats. En fait, plus tu as des titres, plus tu es connu, c'est ça? Vu que tu dois exposer des chiens, j'imagine qu'il y a quand même une attente au niveau des titres que tu vas envoyer. Alors, on m'a souvent dit, ne t'embête pas avec des chiens qui ne valent pas la peine. Je pars du principe que chaque chien a sa chance. Après, bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait de vice rédhibitoire. Donc déjà, en France, on a la confirmation. Donc déjà, à l'âge de 1 an, entre 12 et 15 mois en fonction des races. C'est à partir de ce moment-là déjà où on va savoir si oui ou non il y a des vices rédhibitoires si jamais on n'est pas éleveur. Après, si on est éleveur, on va le voir tout de suite si le chien a le potentiel ou pas. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, Kim, ce que c'est qu'un vice rédhibitoire, s'il te plaît? Un vice rédhibitoire qui est un point non conforme sur la race. Ça peut être des manques de dents, des problèmes d'occlusion, des choses comme ça, un manque de testicules. Voilà. Et après, pour le coup, si jamais on veut savoir si notre chien a des vices rédhibitoires ou pas, on peut se référer aux standards de la FCI. C'est vrai que pour avoir envie de travailler avec un handler, il faut apprécier le feeling qu'il peut avoir avec les chiens dans le ring. Donc on peut s'en rendre compte pendant les passages, on peut s'en rendre compte aussi pendant les vidéos qui peuvent être rediffusées ou qui peuvent être mises sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que le ring, c'est 5% du temps. Il y a 95% où le chien, il va être dans un véhicule, dans une cage, et c'est là où le handler intervient. Un peu comme un gardien, hein? Un gardien de chien. C'est ça. Voilà, pour le coup, le handler, c'est 5 minutes dans le week-end. 10 peut-être, mais le handler, c'est surtout celui qui va s'occuper des chiens. C'est celui qui va nourrir les chiens, c'est celui qui va les sortir, c'est celui qui va les câliner, c'est celui qui va faire en sorte que le moment pour le chien soit un bon moment et que ce soit pas un calvaire enfermé tout le temps dans une cage. Petite question délicate, comment on organise la rémunération d'un handler? Alors généralement, en fait, le client me contacte. Alors j'aime pas dire le mot client, je dis plutôt propriétaire. Le propriétaire me contacte et me demande, me porte l'intérêt qu'il a pour telle ou telle expo, et je vais établir un devis. En fait, le tarif comprendra les frais de déplacement. En fait, c'est ça qui fait, on va dire, 90% de la somme. C'est les frais de déplacement qui sont divisés entre chaque propriétaire. Après, la prestation est rémunérée, mais la majorité du tarif, c'est surtout les frais de déplacement qui sont divisés entre chaque propriétaire. Dans ces frais, il y a aussi les frais à côté, donc il y a les frais d'assurance. Une assurance pour du transport d'animaux vivants et pour avoir une responsabilité civile en rapport avec le chien, ça peut coûter très très cher si on veut être bien assuré. Après, toujours pareil, ça se répercute sur le tarif. On peut trouver des handlers qui vont être à moitié prix. Par contre, là, voilà, je sais pas. Voilà quoi, t'as compris. Parce que le propriétaire va payer, il y a aussi tout le fait d'avoir des matériels de qualité, d'avoir tout ça. C'est important aussi et que le handler puisse pouvoir mettre à disposition de ses chiens du bon matériel. Alors, une petite question. Avec Manon, on a fait l'exposition de Haro, si je me souviens bien, et on a rencontré justement une handler. Donc après, par curiosité, elle nous a tenu les chiens et vice versa, je me suis abonnée à sa page. Et j'ai vu en fait qu'elle faisait des prestations type toilettage, donc elle prépare le chien. Elle peut aussi le réceptionner un petit peu avant pour l'avoir chez elle et l'entraîner. Est-ce que ce sont des prestations qui sont communes au métier de handler ou il y en a qui font pas tout ça, quoi? Si on veut préparer un chien, si on veut que le chien, dans le ring, il se présente bien, il soit habitué à nous, il faut qu'on ait le chien, qu'on voit le chien avant, qu'on puisse le connaître, qu'on puisse apprendre
à connaître le chien, qu'on puisse appréhender ses réactions. Donc c'est vrai qu'en entraînement préalable, c'est important de se voir régulièrement pour que le chien puisse être formé à notre humain et puisse être habitué à nous. Pour terminer sur la rémunération, Kim, on est d'accord que c'est difficile de donner aux personnes qui nous regardent une estimation des prix puisque ça peut être une exposition internationale, on peut aller très loin, prendre l'avion. Donc c'est difficile aujourd'hui de donner des prix ou des fourchettes de prix, bien sûr. Hein. Exactement, ça peut vraiment varier. Pour le coup, si je peux donner une fourchette de prix, ça peut aller de 150 € sur une petite expo qui est à côté, qui est pas très loin, à 3000 € sur un championnat, sur une exposition à Craft, sur une exposition aux États-Unis ou n'importe quoi. Ça peut même monter un peu plus en fonction de l'exposition et du degré d'importance et de la localisation. C'est un métier qui gagne bien, Kim? Pour être honnête, c'est un métier passion. C'est ce que je pensais, ça doit pas gagner beaucoup. Hein. Non. En fait, c'est un métier passion. Enfin, on peut en vivre, mais pour le coup, il faut avoir un rythme de vie qui est vraiment colossal. Faut être en exposition tous les week-ends, il faut pouvoir avoir quelqu'un, pouvoir avoir un assistant, faut pouvoir avoir quelqu'un sur qui se reposer, qui peut nous aider à gérer les rings. C'est vraiment ça qui fait que le handler peut gagner sa vie. Mais pour le coup, en étant toute seule, c'est vrai que c'est compliqué de vraiment gagner sa vie, c'est vraiment un métier passion. Au niveau, parce que moi je regarde beaucoup le développement, tout ça, vu que je suis en plein dans le centre canin, je trouve ça compliqué parce que j'imagine que pour avoir plus, tu devrais peut-être prendre plus de chiens, mais en même temps tu aurais moins de capacité, ça veut dire que tu devrais avoir plus de ressources humaines. C'est une vraie galère en fait pour gagner plus et planifier des choses sur la rémunération, quoi. Oui, c'est ça exactement. C'est vrai que pour le coup, généralement, ce qu'on peut voir, c'est des conjoints qui sont ensemble, qui partent en exposition ensemble ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que moi, mon conjoint n'est pas du tout dedans, c'est pas son domaine. Donc voilà, de toute façon, j'ai envie de rester à l'échelle à laquelle je suis. Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus gros succès dans le métier de handler, Kim? Le plus gros succès qui me reste en tête, forcément, c'est le meilleur de race avec Aslan, le Rhodesian Ridgeback au championnat du monde. Donc on a pu homologuer le titre de champion du monde et le meilleur de race par la suite. Donc il y avait énormément de représentants ce jour-là. Donc Kim, ton métier est quand même très controversé. Personnellement, j'aurais vraiment beaucoup de mal à laisser mes chiens à quelqu'un pour voyager, les manipuler. En fait, j'aurais grave peur d'être une mauvaise maîtresse ou tout simplement une mauvaise éleveuse vu que c'est pas moi qui le fais moi-même. Et pourtant, en élevage, les expositions canines de beauté, c'est un passage qu'on estime obligatoire pour valoriser nos reproducteurs sur le plan de conformité de la race. Et comme on l'a vu précédemment, sur le plan de beauté, et c'est pas du tout mon truc. Donc, se faire aider, ça serait pourtant pas si mal. T'avoir comme soutien, c'est quand même, je pense, c'est quelque chose sur lequel on peut débattre. Qu'est-ce que tu pourrais avancer pour nous faire pencher la balance vers l'utilité de ton métier et comment en fait nous aider un petit peu plus facilement à confier la prunelle de nos yeux sans les traumatiser, nous traumatiser. Et je pense que ça déjà c'est une lourde tâche et une grosse responsabilité. Il faut avoir un feeling avec le handler, il faut pouvoir vraiment avoir ce climat de confiance qui s'installe. Un handler, ça devient un ami, ça devient quelqu'un avec qui on vit une aventure. Et c'est vrai que moi, chaque chien qui m'est confié, je le traite comme si c'était mon propre chien parce que j'ai une affection particulière et pour le chien et pour le propriétaire. Et que je veux que le propriétaire soit heureux, je veux que le propriétaire soit content de m'avoir confié le chien comme je veux que le chien soit content quand il me voit. Si c'est pour que le chien il aille de l'autre côté quand il me voit, c'est pas la peine. Donc c'est important que le chien puisse être heureux avec moi et que le propriétaire puisse avoir ce climat de confiance avec moi. Kim, est-ce que tu envoies des nouvelles au propriétaire pendant le séjour? Tu envoies des petites, je sais pas, des images, des vidéos, un petit texte? Oui, c'est important que le propriétaire puisse avoir des nouvelles, des photos, des vidéos, les résultats. Alors quand on est dans le rush, on peut pas forcément l'envoyer à chaque fois. Mais c'est vrai que le plus important, c'est que le propriétaire il puisse savoir que tout est bien. Après, je leur dis toujours, j'envoie le maximum de nouvelles que je peux vous envoyer. S'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, je vous appellerai dès que c'est nécessaire. Mais on se doute bien qu'avec le rush et le travail, si tu fais bien ton travail, t'es pas toujours sur ton téléphone. Exactement. Pour le coup, quand on a 50 rignes à gérer, enfin j'exagère, mais quand on a 3 rignes à gérer, qu'on doit être à 3 endroits en même temps, pour le coup, on peut pas prendre le téléphone et dire « Ah, machin, il a fait tel résultat ». C'est pas possible. T'es en mode travail, tu te concentres, exactement. Tu prépares le chien. Exactement. Et pour le coup, les propriétaires le comprennent très bien. Ils attendent avec impatience, mais ils savent très bien que voilà. Après, sur une exposition comme Genève, on a la chance d'avoir un logiciel formidable où les propriétaires peuvent voir les résultats en direct.
Alors Kim, merci infiniment pour ton temps si précieux. Merci après une journée de boulot pareil, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et de nous avoir informés sur ton métier et ce qui cogite autour. Et si les gens veulent te retrouver, Kim, qui est Kim Bussière, B-U-2-S-I-E-R-E. C'est ça. Alors Kim, est-ce que tu peux nous dire si tu as des critères pour prendre un client parce que j'imagine que ça marche dans les deux sens. Il faut quelque chose de ton côté aussi. Bien sûr. Le critère que je vais avoir pour le client, c'est surtout que voilà, d'avoir des gens bienveillants, d'avoir des gens qui comprennent mon métier, qui comprennent la difficulté de tout ça et qui soient bienveillants avec moi et qui soient bienveillants avec la carrière de leur chien. Que ce ne soit pas des personnes qui veulent cravacher, qui veulent que le chien soit en week-end en expo tous les week-ends. Voilà, que ce soit pas quelqu'un qui veut des résultats avant tout, que ce soit vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance et qui veut avant tout une relation, une complicité avec le handler. Pour terminer là-dessus, Kim, on est d'accord que les résultats dépendent aussi de la prestation, de l'entraînement du chien. C'est quand même tout un univers de préparation qui ne dépend pas exclusivement du handler. Hein. On est bien d'accord. Alors, on va dire qu'il y a 80% le chien et il y a 20% de travail, de préparation. Si on a un chien qui n'est pas bon, on aura beau avoir une préparation extraordinaire, on n'est pas des magiciens. Donc ce sera compliqué après de... Voilà. Le résultat que le chien fera dans le ring, c'est le résultat que le chien aura fait. Enfin, si le chien ne gagne pas dans un ring, c'est pas de la faute du handler. On va avoir tendance à incriminer le handler, mais pour le coup, le chien, c'est quand même 80% du résultat. Si le chien a une moins bonne épaule que le chien qui va être devant lui, forcément, le juge va peut-être privilégier l'épaule du chien qui est devant, peut-être au détriment d'un autre détail qui aurait été important pour le propriétaire, mais pas pour le juge. Donc voilà, c'est vraiment dans le monde des expositions, on a un dicton, c'est un jour en jugement. Il peut y avoir un champion du monde et le lendemain, le chien peut se prendre en très bon, peut être dernier de sa classe ou n'importe quoi. Même s'il y a une préparation derrière avec le handler, il y a 80% du chien, mais il y a aussi l'appréciation du juge et forcément les critères qu'il va regarder en premier chez le chien. Eh ben, c'était très instructif, super de terminer là-dessus, Kim. Donc accrochez-vous si jamais vous avez un chien qui, selon vous, en vaut la peine, s'il n'a pas de vice rédhibitoire. Et comme dit Kim, maintenez la barre, puisque comme tu nous as dit, c'est un jour en jugement. J'adore les expositions canines. Elles me permettent de rencontrer d'autres passionnés des chiens, de découvrir des races que je n'ai pas encore eu la chance d'accueillir sur mon terrain d'entraînement, d'admirer la beauté des chiens au-delà de leur compagnie si précieuse et sans motivation autre que celle d'être près de nous, et au-delà de présenter mes chiens, et de constater parfois, bien sûr, que mon jugement subjectif de maman humaine, qui prime sur le fait qu'ils sont les plus merveilleux à mes yeux, il y a derrière cela une excuse pour passer 3 jours avec elles, les découvrir un peu plus, tester de nouvelles choses, les entraîner à la sociabilité avec les humains, la tolérance, la patience, et surtout le focus. Donc il y a toujours de l'obéissance. Mais ce que j'aime encore plus, c'est prendre soin d'elles, être aux petits soins pour m'assurer qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin, qu'elles sortent, découvrent des odeurs, s'amusent avec moi entre les passages, font parfois même les magasins avec moi et rien n'est trop beau pour elles. Même si à leurs yeux tout cela n'est pas nécessaire, mais l'est pour moi, ce moment doit être aussi utile que agréable et nos chiens le méritent. Toutes les personnes que nous avons reçues aujourd'hui prônent l'amour et le respect pour nos compagnons canins. Et si vous décidez alors de vous lancer dans l'aventure, j'espère que vous honorerez votre compagnon à 4 pattes, que ce soit dans la victoire ou la défaite. N'oubliez jamais qu'ils passent leur vie à nous attendre. Alors, pourquoi ne pas leur rendre parfois la balle ?